Bonjour à tous, merci d'être là. Alors sur l'histoire de ce plan, en fait c'est parti de journalistes bretons qui ont voulu créer leur propre cadre. Et peut-être que pour pouvoir le faire, il nous a d'abord fallu un déclic. Le déclic, ça a été le travail d'Inès Léraud, en particulier sa bande dessinée sur les algues vertes. C'est une bande dessinée qui est sortie il y a 2 ans maintenant, qui a eu beaucoup de succès, qui raconte l'histoire des algues vertes que l'on trouve sur les plages bretonnes, mais au-delà de ça, sur le pourquoi. Pourquoi il y a des algues vertes, à quelle agriculture c'est lié, comment ça fonctionne. C'est tout ça qu'elle a expliqué dans sa bande dessinée. Ça a eu un énorme succès, mais ça a aussi posé beaucoup de questions, dont des enjeux autour des intimidations qu'elle a pu subir, d'être programmée dans un festival et déprogrammée. Il y a tout un comité de soutien qui s'est créé autour d'elle pour la soutenir parce que il y a forcément une espèce de solitude quand on s'en prend plein comme ça dans la figure. Et après, il y a eu une pétition pour la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne. Et 500 journalistes l'ont signée et 50 000 citoyens l'ont signée. On s'est dit que ça faisait du monde quand même, et que peut-être ça voulait dire quelque chose, et que pour beaucoup de gens, ça parlait de se dire ouais, il y a un problème quand même. Pour autant sur ce qu'elle vit elle, que sur le fait de se dire si on est autant à signer, c'est que tous on se dit il y a un sujet, il y a quelque chose qui va pas, et donc je signe cette pétition. Ce qu'on a fait du coup, c'est que forcément on regarde les noms des signataires et puis en fait on se connaît. Hein, sur les 500 journalistes, plus de la moitié sont des Bretons qui travaillent donc en Bretagne. Donc forcément c'est un petit monde. Et de là on a commencé à se demander, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer les choses? Dans les problèmes qu'on a identifiés, c'est le fait que les journalistes soient pas forcément en sécurité. Évidemment, comme tu l'as dit, il y a cette question par exemple de l'Ukraine. Moi, j'imaginais plutôt que les journalistes qui se sentent pas en sécurité, c'est plutôt sur l'international, sur des terrains comme la guerre, enfin des choses super dures. Et on se rend compte qu'en fait, chez soi, au pas de sa porte, en fait, ça se passe déjà là. Et qu'on se le dit pas forcément. Parce que quand on reçoit un texto sur son portable qui dit c'est n'importe quoi cet article, je vais te faire un procès, ou un téléphone qui décroche plus, ou des invitations à des conférences de presse qui n'existent plus, on se le dit pas forcément. On se dit c'est rien, c'est peut-être moi. Et puis cette pétition-là, en fait, les gens ont commencé à se parler. On a commencé à se dire en fait non, on a tous ce problème-là. Il se passe quelque chose. Et puis là, je vous parle que des SMS. Mais après, il y a tout ce qui se dit et il y a tout ce qui se fait aussi physiquement. Des journalistes qui se font sortir de salles de réunion physiquement. On est sur autre chose, on est sur comment ça se passe dans les manifestations. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent verbalement, physiquement, et on s'est déjà dit que faut pas être seul. Ça vaut dans tous les secteurs. Faut jamais rester seul. Donc on s'est dit qu'on allait se créer un espace, un collectif déjà où on pourrait se parler. Ça c'était un premier point, d'essayer de lever cette question de la sécurité et pour le coup de l'insécurité, parce que l'insécurité ça pose la question de l'autocensure, parce qu'on se dit si j'ai pas envie, si je veux pas avoir de problème, si je veux pas être menacée, je vais peut-être pas faire ce sujet-là en fait. Je vais peut-être pas le traiter. Et après forcément on se dit mais de quel sujet parle-t-on? Et puis en Bretagne, le secteur de l'agroalimentaire est un secteur assez important quand même, assez fondamental, essentiel. C'est un incontournable de notre région en termes d'activités économiques, agricoles, des questions environnementales. Quel impact ça peut avoir sur les sols, sur l'air? Sur les conditions de travail, et c'est toute l'histoire de la mondialisation qu'on a aussi en Bretagne, l'agroalimentaire, tout ce qui transite par les ports bretons. On a un peu une histoire de la mondialisation aussi en fait à travers ce qui se passe dans les ports, à travers nos champs de maïs, et du coup de pouvoir raconter qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc évidemment c'était un secteur, on s'est dit qui était compliqué à traiter. Derrière, un autre problème que l'on s'est posé, c'est que on trouvait que les enquêtes étaient trop rares. Et ça, c'est un point de vue de journaliste, parce que nous-mêmes, on avait du mal en fait à faire des enquêtes. Moi, je suis journaliste indépendante, ça a été dit, je travaille pour plusieurs titres. Et en fait, on s'est tous rendu compte que c'était pas facile de proposer des sujets. Simplement, peut-être question de format, parce que les formats sont pas forcément adaptés.
En presse nationale, on n'a pas forcément envie de parler de la Bretagne tous les 4 matins. Et puis, en presse locale, il n'y a pas forcément la place pour des grandes enquêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on trouve cet entre-deux? Et du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de faire cet entre-deux. Un point que j'ai oublié de mentionner sur la BD d'Inès Leroux sur les algues vertes, en fait, on s'est dit que nous tous, Bretons, en fait, les algues vertes, on connaît le sujet, quoi. Enfin, je veux dire, on habite en Bretagne, on veut aller sur la plage, on ne peut pas aller sur la plage, on lit les articles de presse sur telle plage est fermée, enfin, on est tous au courant. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est pas simplement de décrire les algues vertes, mais c'est de tirer le fil sur pourquoi, d'où ça vient, et d'essayer d'expliquer, en fait, tout ce qui se cache derrière. Et c'est ça qui a fait le succès, et on s'est tous dit, waouh! Et il y a plein de Bretons, en fait, qui savaient pas. Pourquoi il y a des algues vertes, qui n'avaient pas fait le lien forcément avec la production agricole. Et on s'est dit, en fait, il y a ce sujet, c'est pas forcément de sortir des scoops, c'est aussi de rendre compréhensible des choses qui sont là, qui sont sous nos yeux, mais qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est trop le nez dessus, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est ce déclic-là qu'on a eu avec tout ce qui s'est passé autour de cette bande dessinée et autour d'Inès. Donc voilà, donc c'est pour ça c'est comme ça qu'on a identifié en fait tous ces points. Et un autre point qui est important, c'est qu'on voulait aussi pouvoir produire des enquêtes en breton, car on a des journalistes qui parlent breton et qui ne peuvent pas travailler dans leur langue. Et on s'est bien dit que, ma foi, ils en avaient bien le droit, et que si on veut faire vivre une langue, c'est un peu comme la biodiversité, faut la préserver. Donc on s'est dit qu'on allait le faire aussi. C'est comme ça, avec ces différents points, qu'on s'est dit qu'on allait créer Splan. Donc Splan qui veut dire clair, voir clair. Donc cette idée un peu de transparence et de comprendre voilà ce qu'on a sous le nez. On voulait aussi, s'il faut parler un peu de ligne éditoriale, comme tu le disais, en fait on a envie d'aller un peu au-delà de la carte postale parce que moi je suis bretonne, je suis finistérienne, donc évidemment la Bretagne c'est la plus belle région du monde. Évidemment. Néanmoins, derrière cette carte postale absolument magnifique et sublime, il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a tout un roman, un roman breton qu'on fait sur la région, et en fait, on voulait aller au-delà de ça, pour expliquer ce qui se passe et ce qu'on vit au quotidien. Donc c'est comme ça qu'on crée ce plan, et là on arrive en février 2021. Donc ça fait 1 an qu'on existe. Ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de pas faire un média d'investigation. C'est-à-dire pas un média qui a une date de parution, donc avec des contraintes il faut sortir des sujets tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, et de se dire non, nous on va faire que de l'enquête, et on le sortira quand ça sera prêt. Et puis c'est tout. Comme ça, on n'a pas de contraintes de publication, on n'a pas de hiérarchie d'information. Notre information, c'est on traite ce sujet-là et puis c'est tout. Et au niveau financement, on est financé uniquement par les citoyens. On a fait une première collecte. On a récupéré plus de 90 000 euros par 1700 donateurs, des citoyens. Pas de parti politique, pas d'entreprise. On s'est dit, pression, on est attendu au tournant, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui donnent des sous, donc bon. Il faut y aller, mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a un besoin, il y a une envie, que ce soit la signature de la pétition, et après, quand on propose de créer cette espèce de média un peu hybride, on est attendu au tournant. La structure de ce plan est hyper intéressante parce que vu qu'on n'est pas un vrai média avec des dates de parution, on n'a pas de... Tout l'argent va pour payer les enquêtes, en fait. On n'a pas du tout, par exemple, de frais de fonctionnement, de frais d'impression. Tout va pour rémunérer les journalistes, pour qu'ils puissent travailler sur un temps long et le temps qu'il faut. Et si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça prendra ce temps-là. C'est ça qui est, d'avoir ce temps long, de pouvoir travailler à plusieurs, de pouvoir se poser des questions, se dire tiens, qu'est-ce qu'on pense de ci, de ça, de pas être seul dans son travail. C'est ça qui est assez important. Donc je disais, pas de périodicité, pas d'annonceur, pas de frais de fonctionnement, pas de poste de salarié à temps plein, donc une très grande flexibilité. Et ça nous permet de nous insérer justement dans l'offre médiatique qui existe en Bretagne, parce que ce format un peu hybride, en fait, qui n'existe pas, permet de compléter un peu ce qu'il y a. Notre modèle, notre grand frère, c'est le Disclose, que vous connaissez peut-être, qui est plutôt là à l'échelle nationale. Donc on s'est basé en fait sur leur modèle un peu économique pour concevoir le nôtre. Splan s'inscrit aussi dans une logique de journalisme d'impact, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que tout cet argent, tout ce temps, toute cette énergie, que ça fasse bouger les lignes, que ça serve à quelque chose, quoi. Donc l'idée déjà de l'impact, c'est que ça sorte pas que sur notre site internet, c'est que ça sorte partout.
On est donc dans une logique partenariale forte. La première enquête, bol d'ammoniac, a été sortie dans 4 médias, dont Mediapart, France 3, Radio Braise et Le Peuple Breton. Donc l'idée, c'est que tout sorte en même temps le même jour pour que ça tape fort. Vu que les enquêtes sont déjà financées par les citoyens, elles doivent être en accès libre, gratuit pour tous. Elles le sont sur notre site, mais aussi avec nos médias partenaires, pour qu'il y ait cette dimension d'impact. Ça sort à plusieurs endroits, tout le monde peut le lire en même temps et que ça puisse se diffuser. Ce temps-là aussi, ce qu'on veut aussi faire, c'est pouvoir faire vivre ces enquêtes. Vu qu'on n'en a qu'une en même temps et qu'on n'en a pas qui sortent toutes les semaines, on peut les faire vivre. Donc on va faire des débats, des conférences dans les librairies pour raconter, par exemple, cette enquête sur l'ammoniac. Je vais y revenir un tout petit peu après. On est allé dans chaque ville en disant le taux d'ammoniac, la pollution chez vous, c'est ça, etc. Pour essayer de faire vivre en fait cette enquête et se rendre compte au plus près que tout le monde puisse récupérer ces informations et se les approprier. Donc voilà, donc cette enquête, donc la première enquête, elle est sortie en juin 21. Elle est consacrée à l'ammoniac, la pollution à l'ammoniac, essentiellement due aux pratiques agricoles. Donc je le disais, il y a eu quatre partenaires sur cette diffusion-là. Donc c'est une enquête qui a déjà eu pas mal de succès, qui nous permet, ça a été le premier round, ça a été notre saison 1. Aujourd'hui, on est dans notre saison 2. Il y a 3 enquêtes en cours. Il y en a une qui va sortir dans 10 jours. Je vous dirai pas sur quoi. Voilà, il faudra aller regarder. Il y en a, en tout, on a déjà 3 enquêtes là qui sont en route, qui sortiront pour cette saison 2, disons jusque septembre là 2022. Et là, on a lancé notre campagne pour la saison 3 pour pouvoir financer les enquêtes sur si on raisonne en année scolaire, septembre 2022, printemps 23. Et donc ça, on l'a lancé il y a peu de temps. Je pense que je vous ai tout dit pour vous expliquer ce que c'est Spland. Et finalement, on n'est pas vraiment un média d'investigation, mais d'essayer de créer cet espace supplémentaire en Bretagne pour pouvoir faire de l'enquête. Et en fait, ça répond quand même pas mal aussi à nos problématiques de journalistes, de se rendre compte que on a essayé de créer notre propre espace pour pouvoir faire notre travail comme on le veut, avec assez peu de contraintes, si ce n'est les contraintes de qualité, de rigueur, de véracité, amenées par exemple les chartes éthiques qui ont été mentionnées tout à l'heure. Je vous remercie.